Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec moi ce vendredi matin 14 février pour ce Web Social Café, donc portant sur un thème plutôt lourd en termes de contenu, à savoir les différents changements ou nouveautés au 1er janvier 2020 dans le champ social et dans le champ de l'information. Alors que j'espère que vous avez un bon café avec vous. Si vous pouvez effectivement me confirmer que vous m'entendez bien dans la partie questions sur le webinar, ça m'a rassuré sur le fait que effectivement le son passe correctement, contrairement à la semaine dernière. Donc notre objectif dans ce webinar va être de traiter le maximum de sujets, mais il se peut naturellement que je ne sois pas exhaustif, étant donné la richesse des modifications opérées fin 2019. Auquel cas, n'hésitez pas à me transférer vos différentes questions à l'issue de la présentation à mon adresse mail que vous verrez justement à la fin de la présentation. Donc, nous allons donc faire un panorama dans un premier temps des nouveautés. Un instant. Oui, nous allons faire dans un premier temps un point sur les nouveautés dans le champ social avec notamment un focus sur la loi Pacte. Justement, la loi Pacte qui a de nombreuses conséquences directes et indirectes, mais également un petit focus sur vos obligations d'employeur de manière générale et sur la paye, avant de nous pencher sur les obligations dans le champ de la formation. À titre liminaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à rappeler que chacun était maintenant obligé d'avoir mis en place le CSE au 31 décembre 2019, qui a une jurisprudence qui date du 8 janvier de la Cour de cassation, qui doit faire peur à chaque employeur, et justement qui a sanctionné l'absence de mise en place du CSE, dans la mesure où ça causait nécessairement un préjudice aux salariés. Donc c'était une sanction automatique parce que l'employeur n'avait pas mis en place le CSE. Donc c'est quand même très urgent aujourd'hui de le mettre en place. Et si vous avez des confrères ou consoeurs qui ne l'ont pas encore fait, il faut à tout prix les alerter sur ce point. Aussi, à titre liminaire, je vous rappelle que la procédure de reconnaissance d'un AT ou d'une maladie professionnelle a changé depuis le 1er décembre 2019 dernier. Et à ce sujet, je vous renvoie à notre communication sur ce point pour plus de précision. Également, à titre introductif, pour les travailleurs non salariés, il faut se rappeler que la période de passation des missions du RSI à la CPM est terminée et que désormais seule la CPM est votre interlocuteur dans le cadre de votre régime maladie. Donc voilà, voilà pour le petit rappel des changements fin 2019. Donc c'est parti pour la loi Pacte. La loi Pacte. Alors, c'est la loi, pour rappel, du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises qui a réformé en partie le calcul des seuils d'effectifs d'une entreprise. Cette réforme est rentrée pleinement en vigueur le 1er janvier 2020. Et cette réforme a poursuivi 3 objectifs qui sont affichés à l'écran, qui sont la rationalisation des seuils, donc qui a pour corollaire la question à partir de quel seuil d'effectif se déclenche telle ou telle obligation. Second objectif, c'est l'harmonisation du mode de calcul des seuils d'effectifs, donc qui a pour corollaire la question comment se calcule mon effectif dans l'entreprise. Et troisième, le franchissement des seuils. Et donc, il y a pour corollaire la question à partir de quelle date le franchissement du seuil active ou déclenche telle nouvelle obligation. Donc voilà, nous allons voir ces points un par un. Donc sur la rationalisation des seuils. Alors il faut savoir que l'étude d'impact de la loi Pacte effectuée en 2018 avait dénombré près de 199 dispositions sur les seuils d'effectifs. Donc c'était énorme. Et ce, tout domaine juridique confondu. 199 dispositions de seuils d'effectifs différents, dont 88 en droit du travail et 19 en droit de la sécurité sociale. Donc le but, le maître mot, c'était de simplifier, de réduire en tout cas ce nombre de seuils. Donc la loi Pacte a eu pour principal objectif de regrouper ces seuils en privilégiant notamment 3 seuils. Le seuil de 11 salariés, le seuil de 50 salariés et le seuil de 250 salariés. Et ces nouveaux seuils sont applicables depuis le 1er janvier 2020. Alors, à titre d'exemple, la loi Pacte a relevé de 20 à 50 salariés le seuil à partir duquel un règlement intérieur devait être établi, a également aussi relevé de 20 à 50 la différence dans le taux de la contribution FNAL, Fonds national d'aide au logement. Donc avant, c'était 20, maintenant c'est passé à 50.
Donc voilà, c'est ce qu'il faut avant tout retenir de ce premier objectif de la loi Pacte. Mais comme toute règle juridique française, il y a le principe et l'exception. Et l'exception fait qu'il y a quand même un maintien de certains seuils intermédiaires, notamment la référence au seuil de 20 salariés reste applicable pour le bénéfice de la déduction patronale applicable sur les heures supplémentaires, ou encore pour le droit à un repos compensateur de 100% dû aux salariés effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent, ou encore pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Voilà, je ne vais pas revenir point par point sur chaque seuil, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une très grande réduction du nombre de seuils différents. Donc si vous vous posez la question dans votre entreprise, à partir de quel seuil se déclenche telle ou telle obligation, il faut avoir le réflexe de penser que la loi Pacte a réduit le nombre de seuils, que peut-être le seuil que vous appliquez depuis tant d'années n'existe plus et qu'il faut maintenant recontrôler. Notamment, le meilleur exemple, c'est celui du règlement intérieur, donc qui est passé de 20 à 50. Donc voilà pour le premier objectif de la loi Pacte. Le second objectif de la loi Pacte, c'est l'uniformisation des modes de calcul des effectifs. Donc, regrouper les différents seuils ne suffisait pas à simplifier. Il fallait aussi leur mettre une règle commune de décompte des effectifs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les effectifs, en principe, vont se calculer maintenant de la même manière. On va parler d'effectifs moyens annuels. Et donc, pour calculer l'effectif moyen annuel, il faut tout d'abord calculer l'effectif chaque mois de l'année civile au prorata du temps de travail des salariés. C'est ce que vous faites déjà aujourd'hui. Donc, on a donc l'effectif pour chaque mois de l'année. Et ensuite, on va calculer l'effectif moyen annuel en divisant par 12, tout simplement. Donc, l'effectif moyen annuel sera égal à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Et il n'y aura qu'un seul chiffre. Donc, ça simplifie vraiment le calcul de tous les seuils. Parce qu'il y a un seul mode de calcul, qui est maintenant dans le Code de la sécurité sociale. Donc, petit rappel, les salariés exerçant leur activité à temps plein sont pris intégralement pour l'effectif du mois, soit une unité. Les salariés exerçant une activité à temps partiel sont pris au compte au prorata. Il en va de même, bien entendu, des salariés qui sont en entrée ou en sortie au cours du mois. Également, petite précision, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé, ce n'est pas pris en compte dans la moyenne. Donc, au lieu de diviser par 12, on divise par 11 ou par 10 selon qu'on ait 1 ou 2 mois sans salarié. Donc voilà, ce nouveau mode de calcul s'applique en principe. Voilà ce qu'il faut retenir. Et comme maintenant vous avez le réflexe, principe, exception, exception dans le Code du travail, dans le Code de la sécurité sociale, le texte fixera lui-même son propre mode de calcul, notamment pour le CSE qu'on avait vu en début de webinaire, où le mode de calcul ne correspond pas à ce que je viens de vous dire par rapport à la loi Pacte, mais bien entendu à ce que vous avez toujours connu, soit l'effectif de 11 sur 12 mois. Par contre, cette harmonisation, enfin ce mode de calcul sera applicable à ce que vous avez connu majoritairement depuis des années, soit la mise en œuvre à partir de 20 salariés de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, le montant de la contribution légale de formation, l'obligation de mettre un accord de participation à partir de 50 salariés ou autre. Donc voilà le réflexe qu'il faut avoir. Savoir qu'il y a eu une réduction du nombre de seuils, donc contrôler, enfin ne pas hésiter à contrôler. Savoir que les seuils se calculent maintenant de façon uniforme, mais que parfois il y a une exception, mais que le principe c'est toujours le même. Et le troisième point, et le troisième objectif que nous allons voir, c'est le franchissement des seuils. Le troisième et dernier objectif de la loi Pacte était de laisser un temps d'adaptation à l'entreprise qui s'apprêtait à franchir un seuil. Et c'était pour éviter l'effet dissuasif d'emploi ou couperet. Pour les effectifs calculés selon la règle que nous venons de voir, les obligations sont effectives lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années civiles consécutives. Donc on réduit dans un premier temps le nombre de seuils, on simplifie le mode de calcul et ensuite on gèle pendant 5 ans l'effet de franchissement du seuil. Donc c'est redoutable. C'est redoutable, c'est normalement fait pour favoriser l'emploi, mais au moins l'entreprise a le temps de s'adapter
et de ne pas avoir peur de recruter quelqu'un pour franchir un seuil, etc., etc. Donc, si l'effectif de l'entreprise diminue et revient à un niveau inférieur au seuil, le seuil devra être à nouveau atteint durant 5 années civiles consécutives pour générer l'obligation. Alors, par exemple, une entreprise atteint le seuil de 50 salariés en 2020, elle ne sera soumise aux obligations liées au franchissement de ce seuil que si en 2021, 2022, 2023 et 2024, elle a maintenu un seuil au-delà de 50 salariés. Si pendant l'une de ces années, elle est redescendue en dessous de 50 salariés, le compte à rebours est remis à zéro et l'obligation ne se déclenche pas. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour cette règle. Cette règle, donc, c'est la règle de principe. Et comme on l'a déjà vu pour les deux précédents objectifs, qui dit principe dit exception, certains textes prévoient leur propre mode de calcul et leur propre date d'applicabilité. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc éviter d'avoir peur de franchir un seuil parce que maintenant c'est gelé pendant 5 ans. Voilà. On y a passé un peu de temps, mais la loi Pacte, c'était une des principales réformes de l'année dernière, donc c'était essentiel de revoir tous ces points. Second point, donc de manière générale sur les obligations d'employeur. Ce n'est plus une surprise, vous l'avez entendu, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime Macron, a été reconduite pour l'année 2020. Le principe est le même, et cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, et selon certaines conditions. La prime bénéficie aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant son versement. La prime Macron doit être versée avant le 30 juin 2020. Elle ne doit se substituer à aucun élément de rémunération. Et nouvelle condition, l'employeur doit mettre en place un accord d'intéressement. À ce sujet, je vous annonce que Sinov va vous communiquer très prochainement et dans les prochains jours un guide complet sur l'intéressement avec un modèle d'accord et tous les modèles nécessaires à sa bonne mise en place. Donc, il va falloir mettre en place un accord d'intéressement dans l'entreprise avant de verser la prime à fin. Voilà, alors je vais vous montrer à titre exceptionnel ce à quoi va ressembler justement le guide, enfin que vous allez potentiellement recevoir, mais également l'accord. Alors, l'accord d'intéressement, vous allez pouvoir choisir dans les différentes options que vous voyez à l'écran, dans les différents articles, des options, et ensuite le soumettre à négociation dans votre entreprise, avec le guide que je vais vous montrer également. Voilà, donc ce guide, c'est un chemin tracé point par point, avec tous les modèles nécessaires justement pour l'invitation des salariés, pour la mise en place du référendum à titre d'exemple, pour la feuille d'émargement, etc., etc. Vous allez pouvoir suivre point par point comment mettre en place un accord d'intéressement dans votre entreprise avec le modèle que vous allez pouvoir utiliser à côté. Donc revenons à notre présentation. Second point intéressant, la modulation du taux d'assurance chômage, un système de bonus-malus. Un arrêté du 27 novembre 2019 a défini les secteurs d'activité et les employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus. Et j'anticipe votre question, peut-être que vous n'êtes pas concerné, peut-être que vous l'êtes, mais ce ne sera applicable qu'en 2021. Prises de 11 salariés et plus seront assujetties à un système de bonus-malus pour les contrats courts dans 7 secteurs d'activité. Et notre convention collective a été rattachée à ces 7 secteurs d'activité. Mais elle n'a été rattachée que pour un seul code APE à ce jour, celui des études de marché et sondage. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes concerné par cette modulation du taux d'assurance chômage que si vous avez ce code APE 7320Z, donc études de marché et sondage. Donc si vous n'avez pas ce code APE, vous n'êtes pas concerné par cette réforme.
Pour la petite explication, le bonus-malus consiste à moduler le taux de la cotisation patronale d'assurance chômage de 4,05% à la hausse ou à la baisse. Et donc, il peut être relevé jusqu'à 5,05%. Donc, c'est essentiellement pour sanctionner les secteurs qui recourent massivement au CDD. Troisième point, sur la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il y a aussi un nouveau point applicable depuis le 1er janvier 2020. Alors, pour rappel, la loi Avenir professionnel de septembre 2018 avait modifié l'obligation des entreprises en matière d'emploi des travailleurs handicapés. Sur un seul point, c'est désormais toutes les entreprises qui sont concernées, même celles de moins 20 salariés, par la déclaration. Ainsi, tous les employeurs, y compris ceux employant moins de 20 salariés, doivent déclarer la présence de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Ces données permettront au gouvernement de mieux connaître la réalité de l'emploi des personnes handicapées. Donc, mais attention, si vous êtes moins de 20 salariés, ce n'est qu'une déclaration. Il n'y a toujours que les entreprises de plus de 20 salariés qui seront assujetties à l'obligation d'emploi de 6%, ou alors devront verser une contribution en cas d'objectif non atteint. Donc, en dessous de 20, juste une déclaration si vous avez un travailleur handicapé. Au-dessus de 20, c'est la même chose déjà qu'aujourd'hui. Par ailleurs, petit changement aussi opéré par ce décret, l'unité d'assujettissement à l'obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés ne sera plus l'établissement, mais l'entreprise au sens large. Donc, cela signifie que si vous avez plusieurs établissements, l'obligation d'emploi n'a plus comme périmètre l'établissement, mais bien l'ensemble des établissements constituant l'entreprise. Et ça, c'est un changement majeur à partir du 1er janvier 2020. Autre petit changement sur les avantages de nature des mandataires sociaux. Alors, jusqu'à présent, l'avantage en nature nourriture des mandataires sociaux et des dirigeants était évalué selon la valeur réelle, alors que l'avantage en nature repas des salariés était évalué de manière forfaitaire. Alors, un arrêté du 28 décembre 2019 a prévu désormais que les mandataires sociaux peuvent également bénéficier de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture comme applicable à leurs salariés, soit 4,90 € pour un repas à compter des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2020. Donc cette nouvelle règle est applicable depuis le début de l'année. Nous allons maintenant voir quelques nouveautés issues de la branche BETIC. Alors oui, vous avez sans doute vu nos communications à ce sujet, mais l'accord sur le 100% santé est pleinement actif depuis ce 1er janvier. Vous n'avez donc pas, en tant qu'employeur, à adapter votre contrat santé à cette réforme, puisque la branche l'a fait, et ce, sans valorisation des cotisations. Par ailleurs, donc j'ai eu plusieurs fois la question ce mois-ci et le mois dernier, les minima ne sont pas encore applicables parce qu'il n'y a pas encore eu d'extension. L'accord signé donc en octobre 2019 n'est pas encore applicable et ne le sera qu'à compter de son extension. Et Sinov ne manquera pas de vous informer sur ce point. Également, petit point pour retourner sur le thème de la santé, la cotisation pour le conjoint en complémentaire santé a bien été revalorisée par l'accord de fin novembre 2019 avec une applicabilité au 1er janvier. Aussi, à titre informatif, sur une nouveauté toujours de la branche, nous avons signé le 30 janvier dernier un accord sur les acteurs du dialogue social qui permettra aux différents élus impactés par la mise en place du CSE et de la perte de mandat, justement, qui pourrait en résulter, de bénéficier potentiellement d'un plan de formation. Donc, si dans vos entreprises, vous êtes concerné parce que vous avez un élu qui a perdu un mandat à la suite de la mise en place du CSE, n'hésitez pas à revenir vers moi pour savoir comment vous pouvez accompagner cet élu via cet accord. Je ne rentre pas dans les détails car nous avons déjà présenté la majorité de ces accords lors du webinaire du mois de décembre, mais n'hésitez pas à revenir à moi si vous avez davantage de questions. Au niveau de la paye, il y a aussi quelques changements. La loi de finances de la sécurité sociale 2020 a acté le principe du paiement dématérialisé des cotisations sociales pour toutes les entreprises. Pour rappel, avant, ça ne concernait que les plus de 11 salariés. Désormais, toutes les entreprises. Donc,
À compter du 1er janvier 2020, tout employeur est désormais tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul des cotisations et des contributions et de procéder au paiement de celles-ci par voie dématérialisée. Donc, peu importe le montant des cotisations et des contributions dues au titre de l'année civile précédente, la déclaration et le paiement sont faits par voie dématérialisée. Également, dans le cadre de la couverture des accidents du travail, vous disposez peut-être d'un taux réduit pour votre personnel administratif, ce qu'on appelle le taux bureau. Ce taux bureau a été supprimé le 31 décembre 2019. Mais il a été remplacé. Le taux bureau a été remplacé par ce qu'on appelle le taux fonction support de nature administrative. Il est réservé aux entreprises en taux collectif, donc celles de moins de 20 salariés, et en taux mixte, donc de 20 à 149 salariés. Donc, si vous n'êtes pas éligible à ce nouveau dispositif, ou en l'absence de demande de taux de fonction support, un seul taux sera applicable à compter du 1er janvier 2020, et c'est le taux de votre activité principale. Pour bénéficier de ce taux fonction support, il vous faut adresser à votre caisse régionale, la CARSAT, la CRAMIF, en leur adressant un formulaire ainsi que le plan détaillé de l'implantation de l'établissement concerné par votre demande. Donc, l'application du taux fonction support sera effective au premier jour du mois qui suit la réception de votre demande par la caisse. Alors, ça veut dire que pour en bénéficier dès janvier 2020, il fallait envoyer la demande le 31 décembre 2019. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à envoyer ce formulaire. Voilà. Que dire d'autre en divers? Oui, le gouvernement a mis en place un code du travail numérique au 1er janvier de cette année pour consultation de tout, bien entendu, salariés, mais également les employeurs. Donc, si vous avez une problématique en droit du travail, bon, le réflexe, c'est bien entendu de nous appeler, mais vous pouvez aussi consulter ce code du travail numérique. Alors, nous allons passer au champ de la formation. C'est un peu flou, j'en suis désolé. Alors, je vais agrandir. Nous allons passer au champ de la formation. Alors, rassurez-vous, dans le champ de la formation, il y a moins de changements, nous allons faire plus dur. Le gouvernement a changé le rythme et le taux de contribution légale de formation. Donc, le gouvernement a changé le rythme et le taux annoncé pour l'année 2020, le rythme de collecte de la contribution légale de formation. Donc, le premier acompte sera versé par les entreprises de 11 salariés et plus avant le 1er mars 2020 et il sera de 60% de la contribution au lieu des 40% annoncés à l'origine. Le deuxième acompte de la contribution légale de formation sera collecté par les OPCO avant le 15 décembre 2020 et lui sera de 38% de la contribution au lieu des 35% annoncés. Donc, le changement, c'est que le taux a été augmenté, le taux de contribution, hein, pas les 1,68% de la masse salariale, mais bien le taux de contribution et le rythme a été accéléré. Également, dans le champ de la formation, changement au niveau de la procédure de dépôt des contrats d'apprentissage. Un décret publié le 29 décembre 2019 est venu détailler la nouvelle procédure d'enregistrement du contrat d'apprentissage en laissant un plus grand rôle à votre OPCO. Et pour nous, l'OPCO Atlas. La première étape va consister donc pour vous à transmettre le contrat d'apprentissage à l'OPCO Atlas dans un délai de 5 jours ouvrables ainsi que la convention de formation signée avec le CFA. Donc vous transmettez à l'OPCO Atlas le contrat d'apprentissage et la convention de formation. Ce sera ensuite à Atlas de se prononcer sur la prise en charge financière du contrat. Notamment, le décret prévoit qu'Atlas a un délai de 20 jours à compter de la réception de votre demande pour se prononcer sur la prise en charge financière. Atlas devra vérifier que le contrat satisfait toute une série de conditions relatives aux formations, à l'âge de l'apprenti ou au maître d'apprentissage, et une fois que tout ça est vérifié, se prononce. Le décret prévoit également que le silence de l'OPCO dans le délai imparti, donc soit les 20 jours, fait naître une décision implicite de refus. Ensuite, Atlas déposera le contrat par voie dématérialisée auprès des services du ministère en charge de la formation professionnelle. Et petite précision, ce mécanisme sera répété pour toute modification d'un élément essentiel du contrat de l'apprenti. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour la procédure de dépôt du contrat d'apprentissage.
Également, dans le champ de la formation, vous savez que la loi Avenir professionnel de 2014 avait introduit l'obligation à la charge pour l'employeur de réaliser tous les 2 ans un entretien professionnel, mais également tous les 6 ans un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Et cette période de 6 ans devait expirer le 6 mars 2020. Seulement, en 2019, petit allègement d'une réforme, la date butoir du 6 mars a été prolongée au 31 décembre 2020. Donc, dans le champ de la formation, vous savez que désormais, il vous faut, si vous ne l'avez pas encore fait, cet entretien récapitulatif du parcours professionnel, donc qui devait avoir lieu tous les 6 ans, vous avez maintenant jusqu'au 31 décembre de cette année pour l'accomplir. Donc voilà ce qu'il faut retenir dans le champ de la formation. Je résume, augmentation du taux de la contribution et du calendrier de collecte pour la contribution légale de formation, la procédure de dépôt du contrat d'apprentissage qui a changé, et bien entendu, on laisse plus de temps aux employeurs pour mettre en place les différents entretiens professionnels issus de la loi Avenir professionnel. Alors, qu'attendre pour cette année? Alors, ce n'est pas un spoiler, la réforme des retraites. Je ne peux pas en parler là lors de cette présentation, il faudrait faire une présentation unique sur la réforme des retraites. La réforme des retraites, il faut savoir que le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, 2/3 de ces articles renvoient à des décrets d'application. Donc en réalité, on ne connaît pas réellement ce que contient le projet de réforme, donc on ne peut pas vraiment en parler. Aussi, je vous propose un petit bilan au niveau de la procédure de la réforme, c'est-à-dire que il y a 2 semaines, le Conseil d'État a émis un avis négatif et très critique sur le projet de la réforme de retraite, notamment en précisant que l'étude d'impact et les projections financières étaient largement insuffisantes. Donc le Conseil d'État émet un avis négatif. Ensuite, il y aura un examen par le Parlement à compter du 17 février, donc la semaine prochaine. Et il faut savoir que c'est un record pour notre gouvernement. Près de 22 000 amendements ont été déposés. Donc ça promet de longues discussions. Je vous informe également que Sinov Île-de-France a prévu une réunion d'information pour les travailleurs non salariés le 21 avril. Au niveau des projets d'accord de branche de 2020, nous ne sommes pas encore tombés d'accord avec les partenaires sociaux, mais il y a plusieurs thèmes qui pourraient être traités et j'émets toutes les réserves à ce sujet. Il y aura potentiellement une négociation sur égalité professionnelle. Il y aura très certainement une mise à jour de notre convention collective, une mise à jour au regard du droit applicable aujourd'hui, mais pas de changement réel sur le fond. Également, sur le chantier de la santé, nous sommes sur une année d'appel d'offres et il y aura potentiellement quelques changements. Vous recevrez peut-être aujourd'hui même, d'ailleurs, un questionnaire pour connaître votre point de vue sur le régime de complémentaire santé de notre branche. Au niveau des projets d'études de la branche, dans le cadre de la DESAT, la branche a prévu 3 projets. Un projet d'étude sur un baromètre inclusion, donc pour connaître la politique RSE des différentes entreprises, mais aussi de la branche. Une étude sur les déplacements des salariés pour connaître l'équilibre vie privée, vie pro des salariés vis-à-vis des déplacements, pour connaître davantage l'accidentologie. Et troisième point, une étude portée par Sinov qui est la transmission intergénérationnelle des compétences et d'expertise dans les TPE-PME. C'est-à-dire, l'objectif de cette dernière étude, portée par Sinov, va être de mettre en place un dispositif incitatif pour les seniors à rester dans la branche et justement pour transférer les compétences. Voilà ce qu'il faut retenir pour les projets attendus courant 2020. Donc, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à regarder votre boîte mail parce que Sinov vous communique très largement ce que la fédération fait, les actions et les études. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Vous pouvez bien entendu le transférer aux personnes qui seraient intéressées pour faire un état des lieux de ce qui était applicable au 1er janvier 2020.
et on se revoit certainement le premier vendredi du mois suivant, donc le vendredi 6 mars. Je vous souhaite à tous une bonne journée.